Relative à la situation qui prévaut, la situation politique bien sûr, qui prévaut au Rwanda et au Burundi. Et on va parler avec Jean-Pierre Kayembe. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Irène, bonjour à tous. Et Jean-Pierre, sans plus tarder, c'est que l'on redoutait pourrait arriver finalement. Sans surprise, le président Paul Kagame se dirige petit à petit vers un septennat. Oui, c'est un boulevard qui s'est ouvert pour Paul Kagame. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la situation rwandaise est en train de se complexifier encore davantage qu'elle ne l'était il y a encore quelques mois. Ce que l'on redoutait, justement, est en train d'arriver, d'autant plus qu'ils vous souviennent qu'il y a encore quelques mois, un groupe de Rwandais ont initié une pétition appelant à une réforme constitutionnelle. La constitution rwandaise votée en 2003 ne permet pas au chef d'État de briguer 3 mandats. Alors, Paul Kagame, qui a été élu en 2003, réélu en 2007, et arrivé presque fait mandat, son deuxième mandat expire l'année prochaine, et donc la population, une frange de sympathisants justement du parti patriotique, du Front patriotique rwandais, cette frange a initié une pétition appelant le parlementaire à pouvoir procéder à une réforme constitutionnelle, pouvoir déverrouiller l'article 101 de cette constitution de 2003 qui interdit au président Kagame à ce stade actuel de pouvoir briguer un 3e mandat. Alors, la pétition qui a récolté près de 4 millions de signatures, ici il faut rappeler que le Rwanda, c'est tout petit pays partagé entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de Grand Lac, est habité par à peine 10 millions d'habitants. Alors, 4 millions ont apposé leur signature sur cette pétition qui a été déposée au Parlement. Alors, l'effet le plus nouveau dans cet événement, c'est que hier, sans surprise, comme on s'y attendait d'ailleurs, les parlementaires, Assemblée nationale et Sénat ont donc validé, entériné cette pétition qui ouvre donc un boulevard à une éventuelle révision constitutionnelle qui pourrait permettre au président Kagame de pouvoir briguer l'année prochaine un nouveau mandat. Paul Kagame dans le parti. Risque de demeurer éternel dans ce poste. Oui, mais Paul Kagame avec son parti, il est à la tête du Rwanda en tant que président de la République depuis 2000. Mais il n'a pas commencé là. Il a d'abord été, il faut le dire ici, un chef rebelle. Puis il est devenu vice-président de 1994 au lendemain du génocide jusqu'en 2000. Et en 2000, il est élu par le Parlement pour une transition, diriger la transition. En 2003, il est élu pour son premier mandat au suffrage universel, réélu en 2007. Et aujourd'hui, il est en train. Officiellement, il ne s'est pas prononcé. Modifier la Constitution. Oui, officiellement, il ne s'est pas prononcé. Mais on sait lire. Donc, ce qui s'est passé hier au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle en français des signes qui ne trompent pas. C'est des signes précurseurs qui démontrent qu'il y a effectivement une volonté réelle au niveau du FPR de pouvoir permettre au régime actuel de se pérenniser. Mais que voulez-vous? Il semble avoir toutes les chances lui données par la population. Oui, les chances. Ah, mais c'est à peine 4 millions d'habitants qui se sont prononcés. Encore que la récolte de ces signatures n'était pas libre. Quand vous lisez un rapport publié par Amnesty International ou International Crisis Group, on démontre qu'il y a eu brutalité, qu'il y a eu des injonctions qui ont été données parce qu'il faut reconnaître que la démocratie n'est pas rwandaise. Une sorte de manipulation. Manipulation, intimidation de la population parce que moi, j'ai fait des navettes au Rwanda entre 2011 et presque fin 2014. Tous les 3 mois, j'étais au Rwanda. Au Rwanda, on ne parle quasiment pas politique en public. La politique, la démocratie, la liberté d'expression, c'est des mots qui n'existent quasiment pas sur la scène politique rwandaise. Alors, ce qui est en train d'arriver, ce n'est qu'une manipulation du parti au pouvoir qui veut se pérenniser au pouvoir au Rwanda où l'opposition n'existe pas. Les rares opposants aujourd'hui qui vous font des déclarations via les médias internationaux, ils ne sont pas au Rwanda, ils sont en exil parce qu'au Rwanda, quand vous vous prononcez contre le régime en place, votre place est soit derrière les barreaux ou encore en exil. Souvenez-vous d'ailleurs du cas de la principale opposante du président Kagame, Madame Victoire Ingabire, qui croupit en prison. Donc c'est pour démontrer qu'il y a une volonté manifeste de pouvoir se cramponner au pouvoir. Mais déjà, ça suscite des réactions parce que... Mais quelles sont justement les réactions, bien au niveau du pays qu'au niveau international ou de la région? D'abord, au niveau du pays, il faut rappeler que, comme je le disais en passant, le Rwanda n'a pas d'opposition.
au Rwanda, les manifestations publiques sont interdites. Depuis que les pays a connu ce qui est resté désormais dans l'histoire, c'est le génocide de 1994 qui a fait près de 800 000 morts. Certaines libertés ont été restreintes au Rwanda. On ne manifeste quasiment pas. Il n'y a pas de grève au Rwanda. Le pouvoir rwandais est battu sur une sorte d'unidirection où il n'y a qu'une seule personne qui parle, qui donne des injonctions. Il n'y a pas de contrepoids. Alors, au niveau interne, il y a un tout petit parti politique, le Parti démocratique vert, qui a déposé une plainte au niveau de la Cour suprême appelant au rejet de cette pétition, un parti qui s'est prononcé justement contre une quelconque réforme constitutionnelle. Mais on sait que la Cour suprême, l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est des caisses de résonance du président Kagame. Et donc, c'est déjà une bataille d'avant-garde perdue d'avance. Un pari gagné. Un pari gagné, Pour Paul Kagame. Alors, au niveau de la sous-région, aucune réaction jusque-là, parce qu'on sait que Paul Kagame est pratiquement dans la même situation que ses pairs de la région. Yoweri Museveni, à côté, qui a d'ailleurs été ce mentor il y a une vingtaine d'années. Vous avez Sassou, qui est dans le même problème. Vous avez... en fait, c'est le même problème. Alors, au niveau international, il y a néanmoins une réaction négative de la part des États-Unis. Qu'ils vous souviennent qu'après les génocides de 1994, les États-Unis, on a toujours considéré les États-Unis comme des alliés stratégiques de Kigali. Mais Washington s'est prononcé en juin dernier contre un troisième mandat du président Kagame. Pour le président Obama, l'Afrique a plutôt besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Ok, Jean-Pierre, nous allons évoluer avec nos interventions. Justement, par rapport à cette actualité aussi brûlante du point de vue politique au Rwanda, nous voulons savoir, est-ce que, à votre humble avis, votre lecture de fait sur ces dossiers qui peut plonger probablement le Rwanda dans un chaos? Oui, le Rwanda risque de vivre pratiquement la même situation que vit le Burundi aujourd'hui, parce que tous les deux pays sortent d'une guerre civile. Les génocides rwandais est resté célèbre avec autant de dégâts, autant de pertes en vies humaines, autant de conséquences. Aujourd'hui, cette volonté du président Kagame de pouvoir, c'est vrai, il bénéficie encore de la présomption d'innocence, d'autant plus qu'il ne s'est pas encore prononcé lui-même officiellement pour un troisième mandat, qu'il dit mon consent. Mais lors d'une conférence de presse tenue à Kigali, il y a encore quelques semaines passées, il a demandé à ses sympathisants de prouver la nécessité pour lui de pouvoir briguer un autre mandat. La nécessité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez cette pétition qui a été déposée. Mais comme je l'ai dit en passant, au Rwanda, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de voix contre la volonté du FPR, qui est considéré comme pratiquement la plaque tournante du régime de Kigali. Alors, ce qu'on va constater, c'est que vous avez dans l'est de la RDC, ces rebelles Hutus, les FDLR, qui menacent toujours la sécurité rwandaise. Vous avez aujourd'hui ces opposants, de nombreux opposants rwandais ou encore alliés d'hier de Paul Kagame, qui sont aujourd'hui en exil. Et tout cela sont en train d'allonger, si vous voulez, la liste des anti-Kagame ou des anti-révisionnistes. Et ça pourrait créer une instabilité politique et sécuritaire dans ces pays extrêmement fragiles. Mais il faut reconnaître que les quelques 15 ans que Paul Kagame a passé au pouvoir, le Rwanda est aujourd'hui un pays modèle au point de vue, par exemple, de la gestion économique. Tous les grands projets dans la sous-région sont basés à Kigali. Kigali, c'est pratiquement une ville miroir aujourd'hui extrêmement propre, même si ça ne suffit pas pour un président de se cramponner encore davantage au pouvoir. Et je pense que, Jean-Pierre, on va pratiquement atterrir petit à petit avec notre intervention de ce jour. Mais non loin du Rwanda, il y a également une situation qui prévaut également au Burundi. Au Burundi voisin. Oui, au Burundi voisin. Et qui est une situation qui est d'ailleurs loin d'être terminée. Mais je ne sais pas, est-ce que malgré l'apport du président Yoweri Museveni, comme médiateur, bien entendu, je pense que est-ce qu'il pourra être en même de pouvoir trouver des solutions concertées pour cette situation? Aujourd'hui, on est loin du bout du tunnel au Burundi. Alors, qu'il vous souvienne que cette crise qui perdure depuis presque bientôt 3 mois, suite à une volonté encore du président Pierre Nkurunziza de pouvoir briguer un troisième mandat qui lui est formellement interdit par la constitution burundaise en son article 8. Aujourd'hui, deux médiateurs
onusiens ont été récusés. Il y a d'abord l'Algérien Saïd Djinnit, récusé par l'opposition, estimant qu'il était de mèche avec le pouvoir. Il y a l'autre Sénégalais, Abdoulaye Bathily, qui a été récusé par le pouvoir aussi, estimant qu'il a pris des positions en faveur de l'opposition. Et aujourd'hui, vous avez le président ougandais Yoweri Museveni, qui est médiateur de cette corporation des pays d'Afrique de l'Est, qui est d'ailleurs à Bujumbura aujourd'hui en train de consulter. Il a rencontré hier le président Nkurunziza. Alors, pour être un peu plus bref, le problème aujourd'hui, ce n'est ni l'opposition ni la majorité, mais c'est Nkurunziza lui-même. Parce qu'on est pratiquement à quelques 2, 3, 4 jours de la présidentielle burundaise, présidentielle contesté, controversé aussi bien par l'opposition, qui a d'ailleurs boycotté les législatives et communales de 3 dernières semaines, la communauté internationale qui exige le report de ces élections. Mais tout ça, le problème, c'est Pierre Nkurunziza lui-même qui tient mordicus à pouvoir briguer un 3e mandat. Alors, Yoweri Museveni sera-t-il à mesure de convaincre Nkurunziza à renoncer à ses plans macabre, personne ne le sait pour l'instant. Mais est-il que Nkurunziza s'est encore entêté davantage? Tout ce qu'on sait, c'est que Yoweri Museveni pourrait peut-être arriver à mettre tout le monde autour d'une table, parler transition politique, qui sera dirigée par qui, c'est ça aussi notre problème. Donc, laissons le temps au temps. Peut-être que d'ici ce soir ou demain, nous saurons comment les événements vont se dérouler. Mais est-il que la situation burundaise est aussi extrêmement grave qu'elle n'a été il y a encore quelques mois avec ces jeunes Imbonerakure, cette jeunesse du parti, un État dans un État. C'est une situation complexe qui peut encore replonger ces tout petits pays dans une crise, une guerre civile qui ne dit pas son nom. Merci Jean-Pierre. Nous pensons que vous reviendrez une fois de plus évidemment, pour nous éclairer avec par plaisir, rapport à ce sujet. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup d'avoir éclairé la lanterne de l'opinion par rapport à ces deux sujets aussi brûlants, j'allais dire, d'actualité. Merci. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal touche à sa fin. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres.